Hey, c'est Clément Pascal et bienvenue dans mon interview canapé avec Fabien. Damien. Jingle. C'est parti! Je m'appelle Clément Fasquelle, je suis comédien et j'ai lancé des petites vidéos humoristiques sur internet, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, voilà, qui durent maximum 3 minutes et qui sont des petites pastiches de la vie quotidienne, plutôt à tendance humoristique et de juger personne, de pas être moraliste et voilà, et d'offrir aux gens un peu de détente. Ça fait combien de temps que tu y es? Ça fait 15 ans que je suis comédien, donc moi j'ai commencé au conservatoire à Rouen. Non, d'abord je fais de l'impro en sortant du lycée, enfin, c'était vraiment l'époque Jamel, les années 2000, donc j'ai fait de l'impro. Avec mon prof c'était François, une des répliques avec qui je joue actuellement là. J'ai fait environ 5-6 ans d'impro et après j'ai fait le conservatoire à Rouen. Et après je suis allé chez Blanche Salan à Paris, donc sur une méthode dite de l'acteur studio quoi. Qui est Blanche? Donc Blanche Salan c'est un grand maître Yoda qui a formé Vincent Cassel, qui a formé François Cluzet, beaucoup d'acteurs que j'aime bien et qui a amené cette méthode là voilà, des États-Unis. Et donc toi aujourd'hui t'es arrivé à un stade où... Pendant le confinement c'était très compliqué, c'est-à-dire que j'ai un agent et en fait on me demandait de me filmer avec une caméra que j'avais pas, donc je faisais avec un téléphone à bout de bras et avec ce qu'on appelle des répliques, donc t'as pas la réplique, tu dis ton texte, t'attends qu'on te renvoie quelque chose, t'as rien du tout, etc. Tu connais pas les intentions, il faut se débrouiller à la fin pour faire un WeTransfer au directeur de casting qui calcule pas, machin, c'était hyper compliqué quoi. Et je me suis dit finalement je vais mettre autant d'énergie à me débrouiller par moi-même et à faire des choses qui me plaisent plutôt que de faire de la pub pour les dragées Fuka, ce qui est vraiment arrivé pour le coup. On commence à regarder tes vidéos? Ouais. Ok. I wasn't just a member of the family. You, Erica, or Barry, or what's your name? I was the kid who captured it all on the magic of videotape. Stop with the camera! I got you something, and I think you're gonna like it. REO Speed. Ok, cool. Les Goldbergs, c'est vraiment une série américaine classique quoi. C'est-à-dire que les épisodes sont pas trop longs, je crois. En plus, ça doit être, je me demande, c'est pas 20 ou 40 minutes. Mais la vraie différence, c'est que par rapport à Friends, par exemple, ça a été écrit par un enfant qui a toujours rêvé d'être comédien et qui a fini par être comédien dans Friends, qui s'appelle donc Adam Goldberg. Et il raconte sa vie dans les années 80, donc c'était mon époque, donc c'était super cool de voir tout ça, cette ambiance-là. Les mamans avec des permanentes, surprotectrices de leur enfant et tout ça c'est hyper bien retranscrit. Les sports, les idoles et tout ça. Et puis quand lui il filme pour de vrai dans sa vraie vie à l'époque, t'as toujours l'extrait à la fin. Et en fait chaque épisode de la série est en lien avec le vrai extrait de la fin. Donc je trouve que la série est hyper drôle, hyper bien jouée. Et je trouve ça vachement bien que ce soit un gamin de 8 ans, parce qu'à l'époque où ça commence il doit avoir 8 ans, qui soit allé au bout de son rêve et qui soit finalement capable de réaliser des épisodes qu'il avait commencé à 8 ans quoi. Tu conseilles, tu valides? Je conseille évidemment, ouais. Ok. Éclatez-vous. Ici, chez Laguna, nous avons une technique très sûre pour effacer tout souvenir désagréable. Est-ce que mon cerveau risque d'être endommagé? L'intervention consiste à endommager le cerveau. C'est un peu l'état dans lequel on est après une soirée bien arrosée. Rien de méchant. Ok, super. Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey, Michel Gondry à la réalisation, que je trouve hyper créatif. Là, il est au service d'une œuvre de fiction dont le sujet est quelqu'un qui ne s'entend plus avec son amoureuse et qui décide de l'effacer de sa mémoire, donc il a un projet et il rentre dans ce projet-là, le projet Lacuna. Et en fait, Michel Gondry, on peut le voir dans le making-of, il a énormément de petites astuces de réalisateur pour pas employer d'effets spéciaux et ça rend vachement bien à l'écran. Voilà. Je trouve que c'est un super créatif. D'ailleurs, je crois qu'il était dans la pub avant. Kate Winslet en actrice principale, que j'ai jamais vu mal jouer de ma vie. Jim Carrey, que j'adore et qui joue avec un minimalisme en fait. Tu vois, il a commencé, il avait ses sketchs, mais le grand truc pour moi dans mon enfance, c'était The Mask, tu vois, avec la bouche qui tombe et tout, le truc hyper expressif. Voilà. Ça, il l'explique aussi par ailleurs. Il avait rencontré Meryl Streep, une grande actrice aussi, qui lui avait appris à jouer avec less is more, quoi. C'est-à-dire que moins tu en fais, plus les gens se projettent. Et en fait, là-dedans, il est totalement... il a tellement tout enlevé qu'il est presque à poil, quoi. Et c'est vachement bien. Donc, il entame ce processus d'effacer l'amoureuse de sa vie, sa tête. Et en cours de process, il décide de se rebeller. Et on va naviguer à travers tous ses souvenirs d'enfance et tout. Et c'est vraiment super prenant, super émouvant. Ok. Ouais. Donc tu le conseilles évidemment? Ouais. J'adore ce Joker. Mais d'où il sort celui-là? Je ne sais pas. Oh, il n'a pas l'air heureux. Il n'utilise que la marque X.
mais avec la marque de son cœur. Il retrouve le sourire, encore et encore. Oh, 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 oh. Ok, Batman, c'est Tim Burton à la réalisation. On retrouve presque une réalisation un peu de Édouard Romain d'Argent, tu sais, ce truc. Là, il y avait un gros plan sur la fille qui souriait, il s'approche de lui, ça c'est un peu typique, je trouve, dans ses cadrages et tout. Jack Nicholson est super en Joker, ouais. Il y en a eu beaucoup après, c'est-à-dire que Batman, c'était une franchise, forcément, qu'ils ont essayé de faire revivre. Il y a eu des plus ou moins bien. Beaucoup, à part celui de Tim Burton, les autres sont pas fous. Tim Burton, j'étais enfant, donc j'avais pas la même vision. Après, aujourd'hui, quand je regarde un Batman à presque 40 ans, ce qui me paraît compliqué, c'est d'être un super-héros et d'avoir une cape et un pantalon où tu t'as pas de braguette où tu peux pas pisser. D'ailleurs, il y a le dernier Batman, c'est Pattinson, et avant c'était Christian Bale. C'est ça. Et Christian Bale avait écrit à Robert Pattinson ce que je viens de te dire, quoi. Ils sont tous dans l'acteur studio et c'est très bien joué tout ça et j'adore le jeu. Mais effectivement, la vraie capacité que tu peux apporter à Batman, c'est pourquoi il fait ça, comment il s'organise tout ça. Et le jeu et le côté sombre étaient hyper bien chez Tim Burton. Next. Allez. You gotta figure that's why there's been no execution of a chief executive with one in 200 years. 3, 2. Ouais. JFK d'Oliver Stone, avec le Kevin Costner, le grand des années 90 qu'on voit. Qu'on le voit, on voit un petit peu moins maintenant, mais ce film est formidable. C'est un film qui est capable de rester longtemps avec moi, et parfois je vais conduire et je vais y repenser, je vais me dire machin et tout. Ça, c'est typiquement le bon film, inspiré évidemment d'une histoire vraie, donc l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le président américain dans une Amérique, tu vois, qui a sauvé le monde après 45, qui est au top, qui est jeune, qui est beau. Bon, après on saura qui prend des produits et qui couche à droite. il a certainement d'autres problèmes, effectivement. Ouais. Pourquoi est-ce que dans les États-Unis, qui sont aussi forts, qui ont sauvé le monde, ils n'arrivent pas à protéger leur président qui est le beau gosse, machin truc et tout. Donc justement, ce film raconte ça, basé sur un vrai rapport, le rapport de la commission Warren, qui est aussi hallucinant. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit il y a une espèce de balle magique. Donc pour rappel, JFK donc arrive dans un voyage au Texas, il arrive à Houston, dans une décapotable, va parader dans la ville. Évidemment, il y a des agents du FBI, de la CIA, etc. On explique que les responsables de la CIA, du FBI, 2 ou 3 jours avant, ne se parlent plus, on les écarte. Et de l'angle où est tirée la voiture, se trouvera alors Lee Harvey Oswald, alors qu'on accuse un coup d'être communiste, un coup d'être pro-américain. 2 ou 3 jours après son arrestation, Lee Harvey Oswald se fait lui-même tuer. Donc tu vois, c'est vraiment un truc à rebondissement. Et en fait, quand t'es gamin, tu te dis ça peut pas être la vérité. Alors le mauvais penchant de ça, c'est un peu le conspirationnisme du style Elvis n'est pas mort, on nous ment, on n'a jamais marché sur la lune, etc. Pour être honnête, c'est vraiment une histoire quasiment shakespearienne, quoi. Et ce qui est fou, c'est que forte chance pour que l'homme qui a tué JFK ou les hommes sont vivants et sur le point de mourir, quoi. L'histoire montre qu'effectivement c'est vraiment malheureusement une super histoire. Et pour la réal, tu vois, je voyais la réal là d'Oliver Stone. Il fait une espèce de balance temporelle, qui est super bien vue parce qu'il fait monter la pression en permanence, voilà, super. Next. Super. La scène du casino dans Rain Man, aussi des années 90, donc ça, je trouve ça... Ouais, c'était l'époque de mon enfance, donc je pense que tous les gens regardent l'époque de leur enfance avec nostalgie et bienveillance. Mais en tout cas, un Tom Cruise qui est vraiment super, qui en a pas encore fait trop, qui a pas fait toutes ses cascades et tout ça. Dustin Hoffman, qui est un acteur merveilleux, et qui, pour ce film spécifiquement, donc il décide de faire ce film, il trouve les producteurs, il trouve de l'argent, très vite on met le nom de Dustin Hoffman dans la balance, le réal prend contact avec lui, et il commence à se préparer, et 2 jours avant le tournage, il dit j'arrête, il appelle le réal et il dit j'arrête. Donc là t'imagines que tout Hollywood commence à trembler parce que chacun a des assurances, des trucs, des machins et tout, et le réal lui dit, donc il fait pas ébruiter l'affaire, il lui dit mais pourquoi ? Et il lui dit parce que je comprends pas cet homme, parce qu'effectivement c'est un homme qui a un handicap, qui est donc autiste. Après il lui dit comme je ne le comprends pas, je ne peux pas le jouer. Voilà, donc ça c'est aussi un peu l'histoire de l'acteur studio. Au final, le réal fait le forcing, il finira par le jouer. Et cette histoire-là est vraiment bien, elle est super touchante. Elle montre comment les handicapés de l'époque étaient traités, évidemment très mal. Il n'y avait pas d'inclusion. Il est super touchant dans cette histoire. Les deux, on rentre énormément en empathie. Tu peux me résumer le film ? Oui, excuse-moi, oui. Alors Tom Cruise fait partie d'une riche famille. Il s'était un
plus ou moins fâché avec son père, revient le jour de l'ouverture du testament après la mort du père et découvre qu'il n'a pas l'entièreté de l'héritage parce que l'héritage est séparé avec un demi-frère qu'il ne connaît pas. Et donc il va aller le trouver et c'est Dustin Hoffman. Alors après, je me souviens plus de la subtilité, mais en gros, il va essayer de le convaincre en fait. Il va essayer de le convaincre qu'il n'a pas besoin de cet argent, etc. Et donc il arrive dans ce pensionnat. Ils habitent New York, je crois, et ils doivent aller à l'autre bout des États-Unis. Ils y vont, je ne sais plus pourquoi. Et après, ils doivent retraverser les États-Unis, donc c'est aussi un peu sous la forme d'un road trip, ça c'est vachement bien. Et ils apprennent à se connaître forcément. Le frère Redman existe, c'est une histoire vraie. Oui. Voilà. Le vrai, par exemple, a lu je sais pas combien de bouquins, et aujourd'hui, quand on lui dit c'est quoi la page 233 de Oliver Twist, il est capable de te la réciter. Et donc, ils vont apprendre à se connaître et finalement s'aimer. Les acteurs sont formidables, et évidemment, du coup, sur le handicap, voir que les choses évoluent, qu'il faut les faire évoluer encore. À voir, encore une fois. Ah ouais, super. Voilà, faut que j'arrête de bouffer, sinon je vais finir avec les gougouttes à Jabba le Hutt. Quoi? Bah Jabba le Hutt, Star Wars. Attends, t'as jamais maté Star Wars de toute ta vie? Oh, cuistre. Bon, je t'explique. Mais en 2-2. Pablo Mira, ça va faire un peu anecdotique ce que je vais raconter, mais j'avais fait une pub Peugeot il y a quelques années, je sais plus quand exactement. Et en gros, le Réal avait vendu 3 pubs à Peugeot. Et le Réal, c'était Romain Lévy qui avait fait Radio Star, le film. Et une des pubs était avec Pablo Mira. Et en fait, tout à la fin, il parle de sa prochaine pub avec Pablo Mira, etc. Et de là, je vais regarder un petit peu ce qu'il fait. Et après, il ira sur France Inter. Et du coup, je le découvre et tout. Type hyper drôle. Un des trucs qui me fait le plus rire encore aujourd'hui, parce que aussi dans le comique, tu ris toujours une première fois par surprise en fait. Le comique te déstabilise à un moment, tu dis tiens, ça, toi t'es surpris. C'est très dur de surprendre quelqu'un pendant 10 ans quoi. Mais en tout cas, je suis toujours, je ris aux éclats devant son site parodique Le Gorafi. Là, il a refait des trucs. Alors donc c'est des faux titres de journaux, dont par exemple la cagnotte pour Valérie Pécresse, où il mettait Marine Le Pen soulagée que Emmanuel Macron passe en tant qu'héritière de grande fortune. Enfin, tu vois, je trouve ça génial. J'aime bien ça. Ok. How do you begin? Why don't you tell me a little bit about yourself? What are you here to talk about? I've killed 42 people in the past 20 years. He is making me more uncomfortable in my own home. Ouais, super série. In Treatment. Ouais. Alors, c'est une série donc là qui est américaine avec Gabriel Byrne et plein d'autres acteurs qui jouent très bien, dont Mia Wasikowska, je crois, qui est adapté d'une série israélienne qui s'appelle Pool, je crois. Et donc qui relate le quotidien d'un psy sur son canapé qui reçoit des gens. Ouais. Et en fait, ce qui m'a marqué très fort au début, je me suis dit cette série est regardable parce que ça va être un chant sur un mec en canapé et qu'on va s'ennuyer quoi. Ouais. Et en fait, pas du tout. En fait, on s'ennuie pas, on comprend énormément de choses. Lui, comme un vrai psy de la vraie vie, ne parle quasiment pas, il sourcille à des moments. Dans la réal qui est proposée, ça prend vachement d'importance. Et ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup et ça fait passer énormément de sous-entendus, d'émotions. Et j'ai trouvé que la série était hyper bien menée parce que forcément tu vas dérouler, tu vas creuser les histoires et t'apercevoir qu'il y a eu tel problème. Mia Wasikowska par exemple est une gymnaste qui au départ est blessée, mais on se rend compte qu'elle a une relation toxique avec son entraîneur qui potentiellement la viole, enfin des choses comme ça. Comme quoi, quand il y a du fond, t'as pas besoin d'explosion, t'as pas besoin de trucs, de machin. Un cadre fixe sur un canapé, ça peut marcher. et voilà, il suffit que le mec joue bien, passe ses bonnes émotions et voilà. C'est hyper porteur parce que je pense que la série elle coûte rien en fait. Super film, c'est Bienvenue à Gattaca, film dans les années 90, donc je te remercie aussi, parce que du coup les gens l'auront pas revu à Noël en rediff. Donc c'est une série de c'est un film de science-fiction, où la réalité a peut-être rattrapé déjà ce futur-là. On arrive à travers le génome, donc ils font une prise de sang, et à travers l'ADN, les gènes, on arrive à lire le destin de quelqu'un. Et dès lors, en fait, les personnes sont discriminées. Pas au sens racial, évidemment, mais au sens social. Au sens social, exactement. Et donc l'élite est envoyée dans l'espace dans le but de conquérir des nouvelles planètes, etc. On va pas du tout aller dans l'espace, mais ils se concentrent vraiment sur la Terre, et en tout cas c'est ça. Et ça rejoint un grand message de la vie. Évidemment maintenant, il y a des civilisations qui nous ont précédés, c'est est-ce qu'on pense
pense que tout est écrit? Est-ce que dès qu'un être humain naît, sa destinée l'attend et quoi qu'il fasse, il restera dedans? Ou est-ce que tout est possible? Alors ce qu'il montre dans ce film, effectivement, c'est que les deux frères n'ont pas le même génome, mais en tout cas un était destiné à réussir et l'autre pas. Et celui qui est pas, évidemment, va se battre, et ça c'est vraiment chouette. Alors il triche aussi, hein, parce que finalement... Parce qu'il n'y a pas le choix aussi. Oui, tout à fait. Il a un côté désobéissance civile, c'est-à-dire quand il va, il sent que intuitivement c'est bon, et ben il va franchir les échelles. Enfin voilà. Désobéissance civile, c'est un truc qui m'est vachement cher en fait. En gros, pourquoi quand tu protèges des juifs en 44, c'est très mal, et pourquoi en 46 ou en 45, 6 mois plus tard, tu as la Légion d'honneur. Et donc effectivement, il y a les règles qui existent, et à un moment, il y a le bon sens. Et donc lui il se dit, bah non, c'est pas moi et tout, donc il va aller voir quelqu'un qui a le bon génome, et ça se fait, il y a une société un peu secrète, etc. Il va lui prendre son génome, parce que la personne a eu un accident et a les 2 jambes paralysées, et avec ça, il va passer au travers des mailles du filet. Moi, ça me file plus la pêche du mec qui se rebelle. En fait, à la fin, il y arrive, et ce qu'il explique dans cette scène-là avec son frère, c'est que son frère lui dit, mais comment t'as fait? Parce que du coup, en fait, il a un moins bon corps pour nager. Là, ils doivent aller nager dans la mer. Et lui dit, je comprends pas, je t'ai toujours battu quand t'étais enfant, et comment t'as fait? Et il lui dit, mais parce que je donne tout, quoi. Et donc, du coup, ce film, tu le conseilles rien que pour ça? Ouais, exactement. Donc les Daft Punk, donc t'as touché pile dans le mille, parce que quand donc moi j'ai démarré ma série il y a à peu près 1 an et demi lors du 2e confinement. J'allais courir aussi un peu, et c'est le moment où les Daft Punk ont annoncé leur séparation. Et moi les Daft Punk, alors je suis pas trop électro pour être honnête, mais quand ils avaient débarqué dans les années 95, 97, 98 et tout ça, avec leur tube Around the World, tout le monde était dedans et c'était incroyable. Et leur musique est très intelligente, très bien faite. Et depuis je les ai vus, voilà, quand tu sais, quand ils sont revenus là avec Get Lucky, enfin c'était la folie, les mecs teasaient un morceau de 20 secondes. Et là quand ils ont annoncé la séparation, sincèrement ça m'a fait un choc. J'ai pas compris, mais ça me faisait chier. Et j'ai été courir, j'écoutais pile cette chanson là, qui est donc un mash-up de leurs chansons qui sont déjà des montages incroyablement fous de finalement de chansons disco qui mettent là et là et là et là et tout. Le titre est fou, Television Rules the Nation, donc la télévision dirige la nation, évidemment. Et ce qui est fou, c'est tellement intelligent, évidemment t'as envie de danser au début et tout ça machin, et puis après tu dis ah mais ça c'est ça c'est ça et tout. Bref, ils se séparent, et peu de temps après, ils relancent le jour où le groupe est né, une chaîne Twitch ou un truc comme ça. Ils ont surtout sorti sur le compte Twitch la vidéo de leur concert de 97. Oui, et il y a eu une 2e étape après, puisque par rapport à ça, ils ont ressorti un CD remasterisé de je sais pas quoi sur leur truc. Et ça, je trouve ça génial. J'adore typiquement, c'est vraiment le concept que j'adore, quoi, les espèces de trucs à tiroir où il faut chercher. Mais c'est de se dire, j'aime bien que le spectateur soit critique. Et notamment moi, dans mes vidéos, quand je fais quelque chose, des fois je délivre un message où j'imite quelqu'un où j'adhère pas au dialogue, mais je vais employer ces mots et trucs et ces machins, et j'ai envie que les gens se disent mais en fait non, ils peuvent pas penser ça, c'est tellement gros que... Et eux sont très intelligents, et t'as envie de te dire mais attends, mais si là ils ont annoncé ce truc là, ça veut dire qu'il va falloir attendre 1 an pour que éventuellement il va y avoir un master du truc et tout. En espérant que les Daft Punk reviennent. Ouais bah oui, en espérant que les Daft Punk reviennent évidemment. C'est la dernière vidéo je crois, non? Ouais, c'était la dernière, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a pensé? Je trouve ça hyper agréable, en fait c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement dans les médias mainstream, c'est pour ça que je trouve que YouTube est vachement bien, que tout le monde puisse exister, proposer quelque chose de créatif et tout. J'ai adoré ta bienveillance, l'échange, les extraits, j'ai trouvé que ceux que tu avais proposés étaient vraiment dans le mood général. Ouais, vraiment dans les années 90, dans ce jeu-là, cet humour-là, cette musique-là. C'était super, bravo à toi. On va finir la vidéo par l'instant promo. Ouais, et bah écoutez, si jamais vous connaissez pas la chaîne Clément Fasquelle, allez voir sur YouTube, sur Facebook, ça s'appelle Clément Fasquelle aussi off. Sur Instagram, on a changé parce qu'on voulait pas que le monde vienne, ça s'appelle En Visio, et sur TikTok, ça doit s'appeler En Visio aussi. Il y a plusieurs vidéos, choisissez celle qui vous fait plaisir, mais ma vidéo qui me tient à cœur, avec un diépois, c'est celle avec Yann Solo de 12 parsec. Allez voir, c'était... Et alors, j'en profite, merci à Yann qui pour le coup avait 200 000 fans sur YouTube, et qui, du moment où je l'ai contacté, m'a rappelé dans l'après-midi. Respect à toi. Merci encore une fois à toi. Bah merci Damien. Et évidemment, abonnez-vous parce que sinon c'est pas drôle, et mettez la notification parce que sinon, voilà, on s'en sort pas, hein, vous savez. À plus.